Ce moustique va éclater dans 3, 2, 1... À votre avis, pourquoi c'est arrivé? Je vous laisse y réfléchir. En attendant, on va regarder une mouche. La même chose va lui arriver, mais en bien pire. Le moustique a éclaté car des scientifiques lui ont retiré la partie du système nerveux qui lui signale d'arrêter de manger. Quant à la mouche, des chercheurs de l'université de Berkeley ont découvert chez les drosophiles un petit groupe de neurones qui inhibe la prise de nourriture. C'est une fonction corporelle cruciale. Sans elle, les mouches se goinfreraient jusqu'à en vomir, déféquer ou éclater. En fait, c'est comme un interrupteur. Il suffit de l'actionner pour que le comportement change. Ça fonctionne vraiment comme ça, sauf qu'au lieu d'un interrupteur, il s'agit de 4 neurones bien précis. S'il cesse de fonctionner, l'insecte devient insatiable. Une mouche ordinaire a son content si elle boit de l'eau sucrée pendant environ 10 secondes. Mais si elle ne sait pas quand s'arrêter, elle peut continuer de siroter pendant 1 minute entière, voire plus. C'est comme si Steve mangeait pendant 2 ou 3 heures d'affilée, sans s'arrêter. Je sais ce que vous vous dites. En théorie, il est possible de manger jusqu'à ce que notre estomac éclate. Mais la plupart des gens ne connaîtront jamais cette horrible faim. Avoir l'impression que notre estomac est sur le point d'éclater, après un dîner très copieux, ne signifie pas que ça va se produire. Cette sensation n'est qu'un signal nous disant d'arrêter de manger pour nous éviter un triste sort. Les voies neuronales qui régulent notre comportement alimentaire se sont développées pour qu'on atteigne la satiété sans pour autant abuser. Certains éléments déclencheurs comme la faim et l'accès à la nourriture nous incitent à manger. D'autres déclencheurs nous incitent à arrêter, par exemple lorsque la nourriture est nocive ou que notre estomac est ballonné. Aujourd'hui, les scientifiques savent ce qui se passe lorsque ce système fonctionne mal, du moins dans le cas des mouches. Mais il existe aussi des données sur d'autres animaux. En 1940, une expérience similaire a été réalisée sur des rats. Les scientifiques ont retiré une petite partie de leur cerveau responsable de la sensation de satiété. Les rats ont alors consommé plus de nourriture, ils ont pris du poids et ils ont finalement commencé à souffrir d'obésité. Après avoir perdu une autre partie du cerveau, les rats ont complètement cessé de manger et ils sont morts de faim, bien qu'étant entourés de nourriture. Tout ça parce que cette zone était responsable de la sensation de faim et que sans elle, les animaux étaient incapables de se nourrir. Est-ce qu'une personne peut manger au point d'éclater ? Plusieurs rapports relatent l'histoire de personnes qui ont tellement mangé qu'elles en sont mortes. Ou que ça n'est pas passé loin. Par exemple, des médecins japonais ont écrit dans un rapport de 2003 que la cause du décès d'un patient était une suralimentation excessive. L'homme de 49 ans avait tellement mangé que son estomac s'est rompu. Un rapport de 1991 décrit une rupture spontanée de l'estomac chez un adulte après un excès de nourriture et de boissons. En règle générale, l'estomac humain peut contenir entre 1 et 1,5 litres. D'après les pathologistes, l'organisme peut gérer une quantité allant jusqu'à 3 litres, mais atteindre 5 litres entraîne une rupture. Toutefois, il est difficile de s'infliger un tel traitement, grâce aux réflexes nauséeux qui s'activent automatiquement pour expulser une partie de la nourriture. Il faut faire un effort important pour supprimer ce réflexe et continuer de manger. Il n'est donc pas étonnant que les cas de rupture d'estomac soient fréquemment signalés chez des personnes souffrant de problèmes gastriques. Chez eux, les mécanismes de défense de l'organisme ne fonctionnent pas comme ils le devraient. Leurs habitudes alimentaires perturbent les réflexes de leur corps, qui ne peut pas se débarrasser de l'excès de nourriture malgré le risque mortel. Le volume croissant des aliments exerce une pression sur les parois de l'estomac, au point que le tissu s'affaiblit et se déchire. Le contenu de l'estomac est libéré dans le corps, causant des infections, des douleurs et finalement la mort. Il est difficile d'atteindre ce stade simplement en mangeant trop. C'est pourquoi il n'y a eu que 6 cas documentés, du moins à notre connaissance. Mais revenons-en aux mouches. Vous voyez cette pauvre bête? Elle n'a pas l'air en bonne santé. En fait, elle est littéralement au bord de la mort. Mais même dans cet état, elle pond des œufs. Sérieusement? Steve et moi avons été très surpris et malheureusement, on n'a trouvé aucun article scientifique sur le sujet.
Pourquoi ça se produit? Est-ce que c'est courant? À quoi ça sert? On trouve de nombreuses vidéos de ce type sur internet. Et à chaque fois, les gens qui les ont filmées affirment que la mouche a commencé à pondre juste après avoir été écrasée. Ça peut pas être une coïncidence. Si des scientifiques regardent cette vidéo, ce serait peut-être une bonne idée de prendre le temps d'étudier la question. Il pourrait être intéressant d'examiner tout ça sous un angle scientifique. On sait au moins que les larves ou les œufs, selon le type de mouche, ne peuvent naître de cette manière que s'ils ont atteint la maturité suffisante et que la mouche était déjà prête à pondre et qu'elle a simplement voulu accélérer les choses avant sa mort. Dans le cas contraire, la manœuvre serait futile. Des larves prématurées ne survivraient pas. Peut-être que les mouches ont appris l'existence des insectes cybernétiques et que c'est une façon de lutter contre. Je suis très sérieux. Une équipe de l'université de Nanyang, à Singapour, transforme depuis plusieurs années des coléoptères en cyborgs en manipulant électriquement leurs fonctions motrices. En étudiant les muscles, les réseaux neuronaux et la coordination des pattes des coléoptères, les scientifiques ont réussi à adapter ces insectes pour pouvoir les contrôler à l'aide d'une télécommande. Ils peuvent ainsi manipuler leur démarche, leur vitesse et même leur trajectoire de vol. Bien entendu, ça s'applique également à d'autres formes de mouvement. Certains de nos spectateurs pourraient être préoccupés par ce traitement cruel infligé aux coléoptères. Mais d'un point de vue scientifique, convertir des insectes en cyborgs est moins néfaste qu'il n'y paraît. Je vous explique. L'espérance de vie de ces insectes dans la nature est de 3 à 6 mois, et même après de telles modifications, ils peuvent vivre plusieurs mois. Les chercheurs soulignent aussi qu'aucun insecte n'est mort immédiatement après une stimulation. Le processus est donc relativement sûr. Il vous appartient de croire ou non à ces arguments. Bien que cette technologie soit peu conventionnelle, il ne faut pas sous-estimer son potentiel. Des insectes cyborgs pourraient jouer un rôle crucial dans l'exploration de zones sinistrées et pour des missions de recherche et de sauvetage. De nombreuses zones sont inaccessibles aux équipes de secours et même aux chiens. Alors que ces insectes télécommandés peuvent par exemple rechercher des gens sous les décombres. Et un essaim de biorobots volants pourrait retrouver des randonneurs disparus dans une forêt ou un canyon par exemple. Ce serait gagnant-gagnant. Et ça se limite pas aux coléoptères. On pourrait utiliser différents insectes, des cafards aux papillons. Pour vous aider à saisir le potentiel de cette approche, permettez-moi de mentionner que de multiples instituts à travers le monde, ainsi que de nombreux chercheurs, se penchent sur la question. Oh yes, very, very nice. Mais si cette technologie est si géniale, pourquoi les gouvernements s'y intéressent pas? En fait, ils le font. En 2006, le Pentagone a tenté de mettre au point des insectes cybernétiques. Le but était de leur faire renifler des explosifs ou écouter des conversations en infiltrant des repères ennemis tout en étant équipés de micro-émetteurs. Plutôt cool, non? Leur tâche comprenait également la détection de bombes en Irak afin de rendre le projet plus pertinent. Lorsque le gouvernement a annoncé une dépense de 2,75 milliards d'euros destinée à lutter contre les engins explosifs improvisés, une partie de cet argent a été consacrée au développement d'insectes cyborgs. Ça représente une sacrée somme. Mais l'état d'avancement des recherches n'est pas clair. Lors d'expériences antérieures, des scientifiques ont appris à des abeilles et à des guêpes à reconnaître des explosifs en associant leur odeur à de l'eau sucrée. Mais en fin de compte, il s'est avéré que les insectes ne s'intéressaient à rien d'autre qu'à se nourrir et à s'accoupler, de sorte que les résultats n'étaient pas très précis. On est maintenant en 2023. Le Pentagone garde le secret sur ses succès et ses échecs, mais compte tenu des autres expériences réussies sur les insectes, ce projet est sans doute toujours d'actualité. Cependant, les insectes cyborgs du Pentagone sont loin d'être le seul projet américain de ce type. Des documents déclassifiés de la CIA révèlent l'existence d'un dispositif d'espionnage appelé Insectotopter, mis au point dans les années 1970. L'agence avait développé un système d'écoute miniaturisé, mais il était difficile d'approcher les cibles pour en faire bon usage. Il fallait quelque chose de petit, de discret. C'est alors que des agents ont imaginé le concept de l'insectotopter.
Au départ, ils voulaient fabriquer un bourdon mécanique, mais cette idée a vite été abandonnée en raison de la position des ailes du bourdon. Un tel robot aurait été instable en vol et il aurait été impossible de le contrôler. Les agents ont alors consulté des scientifiques et ils ont décidé que la libellule était le candidat idéal. Après la construction d'un prototype par un horloger, la CIA a effectué plusieurs tests que l'insectoptère a réussi avec brio. Cependant, ce dispositif d'espionnage n'a jamais été utilisé sur le terrain. Le robot libellule volait bien en intérieur, mais il était sensible aux vents latéraux. Il était trop difficile à contrôler, d'autant qu'il fallait qu'il imite parfaitement un véritable insecte pour pouvoir enregistrer discrètement des données. Imaginez que le robot s'écrase sur la personne qu'il suit à cause du vent. Ce serait gênant. Mais les robots libellules modernes ne semblent pas avoir ces problèmes. Et ils sont tout aussi impressionnants. Imaginez, une libellule espionne s'écrase accidentellement sur sa cible. Suite à cette mésaventure, des technologies classifiées tombent directement entre les mains de l'ennemi. C'est pas vraiment le résultat souhaité. C'est pourquoi aujourd'hui, les chercheurs s'attachent à garantir que la technologie des insectes cyborgs ne serve qu'à des fins pacifiques. Mais il se passerait quoi si l'un de ces mouchards tombait entre les mains de personnes peu recommandables? Il y a de nombreux usages possibles. Outre l'écoute téléphonique et l'espionnage, ces insectes pourraient servir à des criminels à cartographier discrètement les lieux avant un cambriolage. Il pourrait s'agir d'une banque, mais aussi d'une base militaire ou d'un laboratoire. De plus, ces minuscules insectes pourraient facilement jouer le rôle de caméra cachée, étant presque invisibles. Pourquoi s'embêter à installer du matériel alors qu'il suffit d'envoyer ces mouchards pour recueillir toutes les données nécessaires? Laissons libre cours à notre imagination. Ces insectes pourraient même être mortels. Ils sont trop petits pour transporter des bombes, mais ils pourraient injecter du poison dans des aliments. C'est pas impossible. Bon, j'ai aussi de bonnes nouvelles. Comme le fait que des scientifiques ont réussi à maintenir en vie des agneaux prématurés pendant plusieurs semaines à l'aide d'un utérus artificiel. Oui, ça ressemble à un sac plastique. Ce sac fournit tout ce dont le fœtus a besoin pour poursuivre sa croissance, dont un apport sanguin riche en nutriments et une protection. Par ailleurs, ces recherches pourraient permettre à des prématurés humains de survivre à l'avenir. Cependant, les chercheurs insistent sur le fait qu'ils ne cherchent pas à remplacer les mères ou à faire quoi que ce soit de contre-nature. Les scientifiques cherchent simplement un moyen d'aider les bébés nés trop tôt. Si vous vous y connaissez, vous vous demandez peut-être « Attendez, ça fait longtemps qu'on utilise des couveuses pour les prématurés, non? C'est quoi le scoop ?» Le problème, c'est que quand on place un bébé dans une couveuse, on le relie généralement à un ventilateur pour l'aider à respirer. C'est pas très bon pour le développement de ses poumons, et ça peut augmenter le risque de maladie à l'âge adulte. Cet utérus artificiel pourrait résoudre le problème. Un utérus artificiel n'est pas une couveuse comme les autres. C'est un véritable bouclier pour le petit agneau qui le protège contre le monde extérieur. Il est rempli d'eau chaude mélangée à des sels, ceux contenus dans le liquide amniotique, pour protéger le fœtus et l'aider à grandir. À l'intérieur du sac, le petit agneau respire et boit le liquide, comme il le ferait dans le ventre de sa mère. Comme ce petit agneau ne peut pas recevoir d'oxygène et de nutriments via le placenta, il est relié à cette machine par son cordon ombilical. Le système est conçu pour imiter parfaitement la nature et procurer à ces minuscules nouveau-nés quelques semaines supplémentaires pour développer leurs poumons, entre autres. Steve est tombé sur ces données dans un article publié en 2017. À l'époque, les chercheurs espéraient pouvoir appliquer cette méthode sur des humains d'ici quelques années. Qui sait, une solution viable est peut-être à portée de main. Bien sûr, ces agneaux ont quand même besoin d'une maman. Les dindons, eux, ne semblent pas avoir besoin de femelles. Une tête leur suffit. Non, c'est pas ce que vous croyez. Enfin, pas exactement du moins. Dans les années 1960, des biologistes de l'université de Pennsylvanie ont découvert que si l'on plaçait une fausse dinde réaliste dans une pièce, les mâles s'accouplaient avec elle sans la moindre hésitation. Intrigués par ce phénomène, les chercheurs ont commencé à enlever des morceaux de la fausse dinde un par un afin de déterminer ce qui excitait les mâles.
Une absence de queue, d'ailes et de pattes ne dérangeait pas les mâles amoureux. Même l'absence du corps n'était pas un problème. Lorsqu'il ne restait plus qu'une tête sur un bâton, les mâles essayaient toujours de s'accoupler avec. Et c'était pas parce que leur libido était exacerbé. Les chercheurs ont émis l'hypothèse que c'était la tête des femelles qui motivait le désir d'accouplement des mâles. En effet, lorsqu'un dindon monte une femelle, il la recouvre entièrement, à l'exception de la tête. Comme c'est tout ce qu'il peut voir, la tête devient le centre de son désir, si l'on peut dire. J'espère que vous êtes content d'avoir appris ça. Drone mort. Imaginez des oiseaux morts à qui on offre une seconde chance, mais sous forme de drone. On croirait l'intro d'un film d'horreur. Des scientifiques pensent qu'en habillant des drones en oiseaux empaillés, ils pourront non seulement apprendre les techniques de vol des espèces en question, mais aussi utiliser ces drones pour surveiller la faune et la flore. Personnellement, si je croisais une oie morte en train de voler, ça me donnerait la chair de poule. Contrôle de l'esprit. En utilisant la réaction naturelle de combat ou fuite d'une tortue, des chercheurs coréens ont réussi à la contrôler par la pensée. Oui, c'est aussi génial que ça en a l'air. La tortue était équipée d'une caméra montée sur sa tête qui fournissait une image en direct à un homme. Puis cet homme devait réfléchir à la question de savoir s'il voulait que la tortue se déplace vers la gauche, vers la droite ou qu'elle reste immobile. Cette pensée était alors analysée par un ordinateur et transmise par Wi-Fi à un récepteur monté sur la carapace de la tortue. Le meilleur est à venir. Le récepteur contrôlait un volet semi-circulaire fixé à la carapace qui pouvait passer d'un côté à l'autre. Si l'homme pensait à un déplacement vers la droite, le volet se déplaçait vers la gauche de la tortue et l'animal tournait alors vers la droite pour essayer d'éviter un obstacle imaginaire. Un crocodile mort d'avoir trop mangé. Ça nous ramène au début de la vidéo, et même si c'est triste, je dois partager ça avec vous. Au Bangladesh, un crocodile âgé de 100 ans est mort d'avoir trop mangé à cause de la nourriture que lui donnaient les visiteurs d'un temple. Ce crocodile avait l'habitude de traîner dans un étang voisin où il menait la belle vie. Les habitants de la région le tenaient en haute estime, pensant qu'il avait une sorte de pouvoir divin. Ils lui apportaient des poulets ou des chèvres, et voilà, tous leurs vœux étaient exaucés. L'endroit était devenu très populaire et la nourriture affluait à n'en plus finir. Les responsables du temple savaient qu'il n'était pas bon de trop nourrir le crocodile, mais ils ne savaient pas quoi faire. Vous devinez la suite. Le reptile a été retrouvé un matin, le ventre en l'air. Voilà pourquoi il faut savoir quand s'arrêter, même si l'on est un crocodile. Rouler vers la lumière. Des étudiants du MIT ont mis au point Hello One, une plante qu'ils décrivent comme une forme de vie cybernétique. Voici pourquoi. Hello One peut automatiquement rouler vers la source de lumière la plus proche afin d'assurer sa survie. Des capteurs placés dans la tige et dans le sol environnant surveillent l'état de la plante. Ils renforcent sa tendance naturelle à déplacer ses feuilles vers la lumière. Vous savez, quand les plantes se tournent vers le soleil, une base robotisée se met alors en marche pour déplacer la plante dans la bonne direction. Ainsi, la plante roule littéralement vers la lumière. Si vos plantes meurent malgré tous vos efforts, vous avez peut-être besoin d'un Hello One ou d'un autre passe-temps. A plus.